Écoutez, dixième... Alors, nous, demain, dans le Figaro, on titre « Mobilisation en baisse Ouais. ». Mais Macron cherche la sortie. Hein, ouais. Alors, la mobilisation. Oui, en baisse, mais Ouais. détermination intacte. En tout cas, c'est ce que j'ai pu observer dans les cortèges pour cette 10e mobilisation. Comme Elisabeth, je pense, on a fait à peu près les 10. Moi, il se trouve que je me concentre sur le carré politique, donc qui est plutôt stable. Et donc, je ne suis pas spécifiquement les questions des violences dont on va sans doute pas mal parler. Il y avait beaucoup de politiques. Alors, à chaque fois, énormément, beaucoup de parlementaires, de gauche, de la NUPES globalement, même si ces parlementaires vont aussi beaucoup en région, parce que c'est une des caractéristiques de cette mobilisation depuis le 19 janvier, c'est qu'elle se développe aussi dans les préfectures, les sous-préfectures, et ça c'est un point saillant de ce mouvement de protestation. Alors, chaque regard de chaque journaliste est différent. Quel est le regard que vous avez porté, Elisabeth ? Eh bien, c'était la détermination était intacte. Je partage l'avis de Sophie. En revanche, c'est vrai qu'on sent une certaine lassitude quand même à la 10e marche. Moins de personnes. D'où peut-être moins de personnes, et comme toutes les séries de manifestations, de toute façon, ça va s'essouffler à un moment ou à un autre. On l'a vu du temps des Gilets jaunes, ils ont tenu plusieurs mois, et puis tout a une fin. Dans tous les cas, c'est vrai que moi j'étais plus à l'avant du cortège, comme à chaque fois, et il y a toujours cette minorité de manifestants plus radicaux qui sont vraiment séparés du reste, et qui œuvrent encore là, à l'heure qu'il est. Hein. Qui œuvre encore à l'heure qu'il est. Il y a encore un de mes collègues qui est sur place à la Nation. Aujourd'hui, je parlais des casseurs. Oui, des casseurs, oui, tout à fait. Aujourd'hui, ils étaient moins virulents que jeudi dernier et moins nombreux. Mais oui, ils sont toujours séparés de la manif à l'avant du cortège. Et aujourd'hui encore, ils ont empêché le cortège d'avancer pendant de longues, presque une heure, je crois. Le cortège est resté bloqué tout le boulevard Voltaire. Ce qu'on appelle des black blocs. Hein. Exactement. Qui ne sont pas des individus, mais une masse. Exactement. C'est ça qu'on appelle un black bloc. En fait, c'est une masse qui est constituée de... Une stratégie du black bloc, qui est utilisée par des jeunes ou moins jeunes. D'ailleurs, parce qu'à Sainte-Soline, lorsqu'ils utilisaient la même stratégie, on a vu aussi beaucoup de personnes de plus de 40 ans. Donc ça ne sont pas que des jeunes, au moins dans les mouvements climat. Mais de fait, c'est une stratégie qui vise à faire bloc. Et puis ils sont tous en noir, donc on les repère, et à s'opposer aux forces de l'ordre. Guillaume, votre sentiment, moins de monde, est-ce que ça veut dire que, on peut l'interpréter de deux façons, selon moi, soit on a peur des violences, donc on y va peut-être avec moins d'ardeur, ou alors on commence à être fatigué. On signale aujourd'hui que les éboueurs de la ville de Paris arrêtent leur grève. Hein. Arrêtent leur grève, et c'est vrai que les chiffres sont spectaculaires quand même. Hein. Au dernier pointage, j'ai vu, le ministère de l'Intérieur parle de 740 000 manifestants. Dans toute la France. On était, dans toute la France, bien sûr. On était à un peu plus d'1 million. Donc, si vous en enlevez 250 000 à chaque fois, encore 3 manifs et c'est fini. Alors, bien sûr, ça ne se passe pas comme ça, mais je pense que c'est révélateur de quelque chose. Sûrement pas une baisse de l'opposition à la réforme. Les gens ne veulent pas bosser plus. S'ils ne voulaient pas il y a 15 jours, ils ne veulent pas plus aujourd'hui. Ouais. Mais il y a une lassitude. Il y a aussi, comme vous le disiez, peut-être la peur des violences. Je pense qu'il y a quand même eu un effet de sidération suite aux images quasiment de guerre qu'on a vues le week-end dernier, même si ce n'était pas sur la réforme des retraites, mais sur ce projet de méga-bassine dans les Deux-Sèvres. Puis un dernier point aussi, c'est que, en général, quand vous manifestez, c'est parce que vous avez pris un jour, si c'est un jour de grève, c'est un jour de salaire en moins, et ça commence à compter. Donc, moi, je pense qu'on est à un tournant, mais peut-être que je me mouille, mais il me semble que l'objectif des syndicats qui était de bloquer le pays, il est définitivement derrière nous, parce qu'ils n'y sont jamais parvenus, en fait. À aucun moment, on a vécu les scènes de désorganisation complète, dont les plus anciens, Yves comme moi, se souviennent en 97. Exactement, 95. 95, pardon. Alors, Marie-Virginie, la question que je posais, enfin qui est posée, et que beaucoup de gens se posent, parce que c'est quand même un peu comme les Gilets jaunes. Bon, même si ça reflue, même si éventuellement un jour ça s'arrête, on a toujours le sentiment que le malaise subsiste, existe. Est-ce que derrière ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu et ce qu'on vit,
il y a plus qu'une hostilité qui est très franche à la réforme des retraites, qui peut être une détestation quasi physique du président de la République. Est-ce que c'est nouveau d'ailleurs, ou est-ce que c'est eh bien aussi une protestation parce que la vie est chère, parce qu'il y a de l'inflation? Qu'est-ce que vous en dites? Alors, j'ai regardé un peu, moi, les slogans dans les différentes manifestations. Ils ont évolué, je crois. Hein. Alors, ils ont bien évolué. En fait, je pense que vous compléterez, mais au départ, on était vraiment sur des slogans qui visaient Elisabeth Borne et le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Hein. On se souvient tous du slogan « le Borne out voilà, qui a bien marché d'ailleurs. Et donc, c'était vraiment ciblé sur la réforme des retraites et donc sur les personnes qui portaient la réforme des retraites. Là, celle d'aujourd'hui, on a vu quand même des lycéens qui disaient « Louis XVI, on lui a coupé la tête, on peut recommencer avec Emmanuel Macron ». Donc, on a vraiment de plus en plus de slogans qui se tournent vers la personne du président. Alors, il faut relativiser aussi, parce qu'une manifestation, c'est toujours l'objet de moments où on s'en prend à une personne et pas uniquement à une politique, mais quand même, ça a été assez marqué. Et moi, je l'interprète, peut-être, j'y vois deux explications. Évidemment, le passage en force du 49.3 qui a... Chez les jeunes, alors ouais, non, alors pas nécessairement. dans les mouvements, je dirais, de foule, il y a le 49.3 qui a fait passer l'énervement de la réforme à la méthode. La méthode... jugée antidémocratique. Voilà, jugée antidémocratique. Et puis, il y a aussi cette prise de parole, la semaine dernière, du président, qui a opté pour une position vraiment en hauteur, très jupitérienne encore, qui a amené les journalistes à l'Élysée, donc on aurait pu mettre une scénarisation différente. Mais non, il a choisi voilà, de rester un peu en haut. Et donc, ça a redonné ce sentiment de déconnexion, un peu pour certains diraient de mépris, ce sentiment-là aux personnes qui manifestent. Et donc, moi, je vois vraiment cette évolution d'une manifestation qui passe vraiment d'une manifestation de réforme à une manifestation politique. De rejet. De rejet. Et d'ailleurs, on voit bien que dans ce qui est demandé par les cortèges, c'est vraiment un symbole fort. On ne veut plus soit d'Elisabeth Borne, soit on veut changer de gouvernement. Donc, on demande qu'il y ait un vrai changement politique. Et donc, effectivement, je crois que ça évolue. Alors, les violences, Sophie, quand on a vu les violences, est-ce que vous mettez dans le même corps les violences qu'on a vécues ce week-end, ou qui ont été constatées ce week-end à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, qui étaient vraiment des scènes de guerre, hein, parfois, impressionnantes. Alors, il faut toujours se méfier de l'effet loupe de la télévision, mais quand même. Et puis, les violences qu'on a constatées en tous les cas jeudi dernier dans les rues de Paris et d'ailleurs, à Bordeaux et ailleurs, et peut-être encore aujourd'hui. Oui, absolument. Disons que je les mets... Ce qui voudrait dire que tout ça, je ne sais plus qui parle de conjugaison des colères, quoi, hein, des rages. Oui, absolument. Ça, c'est Alain Boer qui dit ça. Oui, conjugaison des rages. Écoutez, moi, je dirais qu'il y a quelque chose de... Vous savez, ces plantes, d'ailleurs, je crois que c'est le cas pour le riz, c'est le cas pour la bruyère, qui ont des racines communes souterraines. Il y a un terme technique pour les décrire. Et en fait, cette racine commune, c'est la dénonciation, vous le disiez très bien, d'une personne, Emmanuel Macron, mais au-delà de ce qu'il incarne, c'est sa politique libérale et qui vise à la privatisation. Vous allez nous faire sursauter, libéral. Oui, non, mais absolument. Et là, je parle du point de vue des opposants, de sa politique libérale ou ultralibérale, d'un point de vue économique, et donc la privatisation de l'eau d'un côté et la privatisation des vies de l'autre, avec le fait de priver, de retirer aux Français 2 ans de leur retraite. Et c'est ce point-là, évidemment, qui agite les esprits. On peut bien imaginer que les jeunes qui vont manifester n'ont pas forcément en tête leur plan de retraite, mais ils ont cette idée que nous sommes, dans une société qui vise finalement à la destruction aussi bien de la nature qu'à la destruction des personnes. Et ils mettent tout cela dans un même ensemble. Et c'est pour ça que le mouvement climat et ces mouvements contre la réforme des retraites ont des dynamiques communes, même si évidemment ils n'obéissent pas aux mêmes logiques. Et évidemment que les jeunes qui venaient d'Italie, d'Allemagne, de Suisse, qui ont été repérés comme membres ce week-end à Sainte-Soline, n'ont absolument pas la réforme des retraites en tête. Mais en revanche, la question de la violence et de l'exercice de la violence contre le pouvoir est bien présente. Mais Guillaume,
On l'a déjà connu, ça. Ça veut dire que ce pays est quand même compliqué à gouverner. On l'a connu avec Nicolas Sarkozy, avec même des unes de magazines qui étaient très limites. Grosso modo, c'était comme au Far West, quoi. Sarkozy, parasé, wanted, avec des insultes absolument étonnantes. Pareil d'ailleurs, d'une certaine façon, avec François Hollande, quand il a voulu réformer le droit du travail. C'est pas nouveau. Donc ça veut dire que ce pays est quand même très singulier. Hein. Oui, alors, effectivement, ça n'est pas nouveau. Je pense qu'il y a une petite partie de la population qui ne rêve que de refaire mai 68, ou de refaire 1848, ou de refaire 1789, et qui donc, en fait, dès qu'il y a un alignement de planètes, ressort. Alors, ça peut être leurs enfants, leurs petits-enfants, mais cette espèce de terreau, il est spécifiquement français. Et à la limite, le motif importe peu. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la conjugaison du climat et des retraites, mais ça aurait pu être autre chose. Et je pense que si Emmanuel Macron aujourd'hui est cette cible, il y en a eu d'autres dans le passé, il y en aura d'autres après. Je ne suis pas convaincu que ce soit un rejet absolument personnel de Macron. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à se focaliser davantage sur lui dans les manifestations, comme vous l'expliquiez. Je pense que c'est parce qu'il y a un moment où il a été un peu en retrait, il a laissé Elisabeth Borne se planter toute seule, puisque la loi n'a pas été votée, et puis ensuite, le naturel a repris le dessus, donc il est arrivé mercredi dernier. Alors, il ne fait pas de bras d'honneur, parce qu'il est mieux élevé qu'Éric Dupond-Moretti, mais c'est ça que ça voulait dire, quand il a expliqué aux gens, vous pouvez toujours manifester, de toute façon, la réforme, je ne la retirerai pas. Donc, ça, c'était un peu, je dirais que c'était presque un prétexte pour les violences. Elisabeth, est-ce que c'est quelque chose que, vous êtes, si je peux me permettre, un peu plus jeune que nous, est-ce que c'est quelque chose, justement, ça, cet sentiment, finalement, qu'on a un monarque républicain à la tête du pays, c'est quelque chose qui est vraiment de plus en plus mal vécu dans une certaine catégorie de la population ou dans certaines générations de notre population ? Je ne sais pas pour la génération de manière générale. En revanche, celle qui manifeste, c'est clair que Emmanuel Macron est très présent sur toutes les lèvres, et notamment après sa prise de parole mercredi dernier. Bon, il y avait le 49.3 évidemment, mais en plus la prise de parole du président aux 13h la veille de la manifestation. Ouais. Et là, moi j'étais aussi le mercredi soir, une manifestation dans le 18e. Oui, ça avait commencé à remuer dans les rues. Là, voilà, exactement. Le mercredi soir, donc vraiment quelques heures après sa prise de parole, et plusieurs jeunes m'ont dit vraiment, on n'était pas surpris, on s'attendait à ça. On s'attendait à cette... c'est ce qu'ils m'ont dit, cette arrogance de la part de notre président, mais là, vraiment, qu'il parle d'extrême violence, alors qu'il n'y en a pas encore eu. Ouais. Bon, il y avait quand même eu plusieurs feux de poubelle pendant toutes les soirées précédentes. On a vu à Concorde des scènes assez tendues. Pour ces jeunes-là, ce n'était pas encore de l'extrême violence. Ils ont dit, voilà, il va voir ce qu'il va voir pour demain. Voilà, il parle d'extrême violence alors qu'il n'y a rien eu, on va lui montrer ce que c'est. Ouais. Donc, en fait, une sorte de défi. Voilà, et pour tous, c'est Emmanuel Macron qui fomente la violence. Aujourd'hui encore, je les ai interrogés. Est-ce que les manifestants qui sont dans les cortèges syndicaux et qui sont vraiment... l'ambiance est très sympathique, il y a de la musique, etc. Je leur ai demandé, est-ce que pour vous, les violences, ça sert la cause ou est-ce que ça la dessert ? Et tous me disent, mais la violence, elle vient du gouvernement, elle vient d'Emmanuel Macron. Ouais. Elle ne vient pas... en fait, il botte en touche. Il n'y a pas de violence. Si je peux me permettre, Yves, pour compléter ce que vous dites, Elisabeth, il n'y a pas que les jeunes qui le pensent. Et ce qui m'a surpris, moi, c'est d'entendre un sénateur particulièrement modéré, socialiste, comme Patrick Kanner, qui est à la tête du groupe socialiste au Sénat, le dire, et d'ailleurs assez proche de Bernard Cazeneuve, ancien ministre de l'Intérieur, peut-être futur candidat un jour de la gauche, de le formaliser lui aussi, en disant, mais en fait, c'est par la destruction, c'est par l'action institutionnelle du chef de l'État qui est spécifique, parce qu'effectivement, on peut revenir sur Nicolas Sarkozy, même, disons, Jacques Chirac un temps, on peut François Hollande, on peut... Jacques Chirac, il a eu tendance à reculer, lui. Hein. Oui, c'est ça, voilà. Mais il y avait des phénomènes de détestation aussi pour lui, mais de fait sur François Hollande, voilà. Mais Emmanuel Macron, ce qu'il y a de spécifique, c'est évidemment sa jeunesse. Donc il y a une forme de... Arrogance. Voilà. Et puis, donc pour Patrick Kanner, ce qui importe, ce qui est particulier, c'est l'affaiblissement possible des institutions
par les choix d'Emmanuel Macron qui rend possible l'irruption de la violence. C'est leur position. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, à étudier, c'est que c'est des choix particuliers, notamment au Sénat, avec l'équivalent du 49.3 au Sénat et l'usage du 49.3 à l'Assemblée, et le choix aussi de limiter la durée des débats, et donc de contraindre le débat parlementaire. Et c'est ça... L'usage de l'article 47.1 absolument, de la Constitution. Absolument. Et donc son équivalent à l'Assemblée, et c'est ça qui leur semble comme une oppression démocratique. Alors, on va écouter Mme Panot, et vous allez voir ce qu'elle en pense. Et M. Raffarin, qui a toujours des idées, lui. Vous allez voir. Ce que fait Emmanuel Macron est irresponsable. Et comment va-t-il continuer dans une situation où le roi Macron est en quelque sorte confiné? Regardez, il a dû annuler la venue du roi Charles III, il a dû annuler sa venue au Stade de France, et maintenant il annule sa visite à Toulon qu'il devait faire mercredi. Que va-t-il se passer? Il va y avoir un président dans sa citadelle assiégée, les ministres à qui on conseille de ne pas sortir, les parlementaires macronistes à qui on conseille de ne pas sortir. Ce n'est pas sérieux de continuer comme cela. Le monde est en train de regarder la France. Quand vous voyez le nombre de soutiens que nous avons, de syndicats étudiants, de forces politiques un peu partout, quand vous voyez les rassemblements devant les ambassades, à la fois en solidarité au peuple de France, mais aussi en réponse à la brutalité de la réponse policière qui est apportée par Emmanuel Macron, eh bien je crois qu'à la fois la France regarde le monde et Emmanuel Macron fait honte à la France à l'international. Emmanuel Macron allume des incendies, il est le responsable numéro 1 de tout cela. Il allume des incendies, ensuite il vient benoîtement à la télévision nous dire que les pauvres n'ont jamais été aussi heureux, que tout va bien, que cette réforme est nécessaire. Or, on voit bien, non seulement la réforme, elle n'est pas nécessaire, elle est totalement injuste, et en plus, financièrement, elle ne remplit pas sa mission de rééquilibrage des comptes. Donc Emmanuel Macron va devoir sortir de l'impasse qu'il a lui-même créée, parce que les Français attendent, je crois, et aspirent à une France apaisée. Personne ne se satisfait de voir notre pays dans cet état-là. Je pense qu'on devrait signer un pacte national contre la violence. Pour cela, il y a une procédure, c'est la résolution parlementaire. Voyons au Parlement qui est prêt à signer un pacte républicain contre la violence. Ah, vous y êtes pas ce matin, la France Insoumise demande une commission d'enquête sur l'action des forces de l'ordre à Sainte-Soline. Eh bien, c'est inacceptable cette logique de mettre à égalité la violence policière et la violence délinquante. La police, quand il y a violence, elle est accidentelle, elle protège les uns et les autres, et s'il n'y avait pas la police, ce serait la guerre civile. Par rapport à ce que l'on reçoit comme projectiles, par rapport aux mises en cause graves des fonctionnaires, il n'y a pas beaucoup de gestes inadaptés. Combien de policiers blessés depuis le début? Écoutez, vendredi à la Concorde, nous avons eu 6 fonctionnaires de police gravement blessés, dont 2 qui ont pris des pavés en pleine figure. Donc voilà, il faut aussi recontextualiser les choses. Ce ne sont pas des cortèges pacifiques. Enfin, quand nous intervenons, nous ne sommes pas confrontés à des cortèges pacifiques, c'est faux. Alors, le dernier intervenant, c'est M. Nunez, qui est le préfet de police de Paris, ancien secrétaire d'État à la sécurité. Jean-Pierre Raffarin qui propose un pacte. Est-ce que vous iriez place de la Concorde avec le pacte à signer auprès des manifestants? Je ne sais pas, et je ne pense pas que ça... C'est un peu utopique, non? C'est un peu utopique dans le sens où les manifestants considèrent qu'il y a en fait, c'est un dialogue de sourds, c'est-à-dire qu'eux manifestent, ils prennent leur journée sans être payés pour ça depuis des semaines. Là, ils sont arrivés à un stade, ils étaient encore 90 000 à Paris, donc certes, c'est une régression, mais c'est le deuxième record avec le 11 février dernier, à l'exception de jeudi dernier, c'est le deuxième record, donc ils sont encore très, très nombreux. Je pense que là, la violence, c'est le seul moyen pour eux qu'il leur reste d'expression. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais hier, je discutais avec un commissaire de police dans une ville moyenne qui me disait nous-mêmes, les policiers qui gérons les manifestations, quand nous avons entendu Macron, et quand on a su qu'il allait utiliser le 49.3, on s'est dit quel feu il allume encore. Ce sera à nous de gérer ensuite sur le terrain. Et même les policiers eux-mêmes sont un peu... ne savent pas trop sur quel pied danser. Alors Marie-Virginie Klein, il y a un élément qu'on n'a pas beaucoup développé jusqu'à présent, là, c'est le problème du pouvoir d'achat, de l'inflation. Je sais que c'est assez présent quand même dans les conversations et dans les revendications des Français. Et là, il y a un paradoxe aussi, parce qu'on est quand même dans un pays où l'État est beaucoup intervenu, le gouvernement a beaucoup amorti, je dirais, les faits, contrairement d'ailleurs à ce qui se passe, il faut le souligner,
à l'Allemagne, qui est aujourd'hui, je crois, qui observe une grève et qui est un pays de consensus, de dialogue, et qui est un pays qui n'est pas pauvre non plus. Hein. Non, mais moi, je lis aussi à travers toutes ces manifestations la manifestation d'un mécontentement très général, très global, et qui concerne en fait le quotidien des Français et qui oppose vraiment ce monde des parlementaires, des politiques auxquels on comprend pas exactement tous les tenants et les aboutissants, à ce monde des gens juste qui ont du mal à remplir leur caddie à la fin du mois. Donc c'est vraiment ça aussi, je pense, qui s'exprime à travers les manifestations. La réforme des retraites en vient à devenir quasiment un prétexte. Après, ce qu'Emmanuel Macron a essayé de faire quand même pendant son allocution aux 13h, il a dit, écoutez, vous choisissez. Il a essayé de faire un peu le « c'est moi » ou la chienlit de Gaulle. Il a d'ailleurs opté un peu pour une posture comme celle-là. Et il a essayé de dire, écoutez, il y a deux mondes. Il y a le monde qui met le feu aux poubelles, qui n'avance pas, etc., encore une fois, et le monde qui avance très vite, les superpuissances, la Chine et la Russie, qui sont en train de faire des pactes entre elles, qui avancent, le monde est dangereux, et où est-ce qu'on veut placer la France, en fait? Est-ce que la France doit rester sur le côté du chemin? Et c'est là-dessus qu'il a essayé vraiment de jouer, c'est sur ce levier-là, un peu national, pour nous dire, je vous ai entendu, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, et d'ailleurs, on ne sait plus d'ailleurs comment gérer l'argent public. J'ai essayé, mais il faut quand même avancer, parce que sinon, la France va vraiment plus appartenir aux 10 premières puissances mondiales. Donc, je pense que c'est quand même cette vision des deux mondes qu'on n'arrive pas à réconcilier aujourd'hui. Et ce message qui ne passe pas. Oui, et je pense que ce sont même si la colère des Français ou les accès de rage sont réguliers, il y a deux spécificités dans la séquence actuelle. La première, c'est que avant, la gauche était contrôlée par un social-démocrate. Aujourd'hui, elle est par un trotskiste. Et ça change tout. Très différent. Parce que Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas dans un état d'esprit de signer le pacte de M. Raffarin, qui, je pense, a besoin de prendre un peu de vacances, parce que je ne vois pas très bien quel est l'intérêt de sa proposition. Et puis la deuxième spécificité, c'est que nous sortons d'une période où on a dépensé de l'argent public comme jamais. Oui. Et donc les Français ne comprennent pas qu'on ait pu ainsi ouvrir très largement les vannes et que du jour au lendemain, ce soit terminé. Pour quelques milliards d'euros. Et voilà, c'est ça. Effectivement, c'est l'épaisseur du trait par rapport à ce qu'a représenté le quoi qu'il en coûte. Et donc, tout ce discours responsabilisant d'Emmanuel Macron, effectivement, il est plus audible. Mais même nous, au Figaro, pendant des années, on a dit, attention, la dette publique augmente trop. Si on arrive à 100% du PIB de dette publique, ce sera la fin du monde. On est à 115%. Et pour l'instant, globalement, ça passe, quoi. Et donc, c'est vrai qu'il ne peut pas convaincre Emmanuel Macron avec ce discours-là. Ça ne marche plus. Alors, peut-être jusqu'à la catastrophe, mais pour l'instant, il ne faut pas la souhaiter, et elle n'arrive pas. Alors, Guillaume parlait du « c'est moi ou le chaos », c'est moi ou la chienlit, c'est l'ordre ou le chaos. Et on voit le ministre de l'Intérieur actuellement qui essaye de faire un lien entre cette violence extrêmement rude qu'on voit dans la rue et l'attitude révoltée que certains élus de la France insoumise et des écologistes ont à l'Assemblée nationale. Et en fait, il essaye de montrer que cette violence, qu'on constate dans la rue, elle a une origine aussi. C'est le mauvais exemple qui est donné. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui joue? Alors, c'est quelque chose qui il en joue, hein, Darmanin. En tout cas, il en joue, c'est le message... Quand il dit la bordélisation, c'est un peu ça. Hein. Absolument. Et c'est le message qu'il veut faire passer pour tenter de faire basculer cette opinion publique. Parce qu'il y a quand même un point qui est très intéressant, et là, je parle sous votre contrôle de communicante, mais de fait, un point très intéressant depuis le début de cette mobilisation, c'est la stabilité de l'opinion contre la réforme des retraites. Et donc, effectivement, ils doivent, au sein du gouvernement, faire jouer tout ce qu'ils peuvent pour essayer de faire basculer l'opinion. Du côté de la NUPES, parce que pour non pas reprendre, mais juste moduler ce que vous dites sur Jean-Luc Mélenchon qui dirige la gauche comme trotskiste, je pense que Jean-Luc Mélenchon, avant cette séquence, était très affaibli, y compris en interne dans son mouvement. De fait, la séquence lui redonne du poids, mais je crois que surtout aujourd'hui, ce qui est caractéristique à gauche, c'est la constitution de cette NUPES et les mobilisations, comme d'ailleurs les débats à l'Assemblée, malgré les divergences entre eux, ont plutôt renforcé cette NUPES que l'aurait éclaté.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est que à l'argument du ministre de l'Intérieur de dire qu'il y a une bordélisation, les parlementaires de la France Insoumise et de l'AFI disent mais non, en fait, surtout les Insoumis, parce que c'est eux qui ont modélisé, théâtralisé tout ça, mais non, cette violence à l'Assemblée, elle permet, au contraire, pardon, non pas cette violence, ce bazar, puisque c'était plutôt ça, cette agressivité. Cette agressivité. Je mets un peu outre le ballon de Thomas Porte avec la tête d'Olivier Dussopt, parce que ça, c'était quand même très particulier. Mais cette volonté qu'ils ont eue d'empêcher le débat, d'empêcher les discussions sur les différents articles, cette obstruction parlementaire agitée, voilà le terme, eh bien en fait c'était pour essayer, comme dans un carnaval, c'est une catharsis, c'est une forme, c'est pour permettre aux Français justement de ne pas dans la rue exprimer trop de violence. Vous savez, comme dans un carnaval où finalement tout le monde utilise... Voilà, mais c'est leur stratégie, c'est ce qu'ils disent. Et en tout cas, ils affirment très clairement une nuance et une frontière, voire un fossé, entre la gauche de gouvernement dans laquelle, dans une certaine mesure, je mets Jean-Luc Mélenchon et les autres en disant jamais Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs ni chez les écologistes, n'a prôné la violence physique contre les personnes. Certes, mais il ne condamne jamais les violences contre des manifestants. Et il condamne en revanche les violences policières. Oui, ça, ils sont quand même très, très modérés. Et Jean-Luc Mélenchon a dit la police tue. Ce terme-là, effectivement... Et il a dit la police tue. Voilà. Effectivement, ça fait mal.